Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Au moment où notre pays célèbre son accession à la souveraineté internationale, mon attention a été portée sur la traditionnelle parade militaire du 17 août. Tous ces hommes et femmes appartenant aux forces de défense et de sécurité de notre pays marchant fièrement et saluant le drapeau. Et puis là, à cet instant précis, une question a traversé mon esprit. Comment devient-on militaire ? Pourquoi devient-on militaire ? Est-ce réellement par vocation ? Ou est-ce par obligation ? Ou est-ce par manque de choix ? Afin d'apporter un peu plus de lumière à ces questionnements, je vous invite à discuter avec le capitaine de l'armée de l'air, Cruz Machumbu. Capitaine Machumbu, vous qui êtes un militaire, rodé, depuis plusieurs années déjà, parlez-nous un petit peu de votre vie. Enfin, avant d'être militaire, d'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Alors, bonsoir Gina et merci de me recevoir. Déjà, je comprends pas comment je me retrouve ici, mais c'est un plaisir. Je fais des recherches. D'accord. Alors, moi, comme vous l'avez si bien dit, je suis Mac Cruz Léonce Machumbu. Beaucoup de gens ne savent pas que mon prénom, en fait, c'est Mac Cruz. Comme McDo ? Comme McDonald's, exactement. Mais comme c'est un peu trop complexe et j'aurais beaucoup de questions, donc je préfère me faire appeler Cruz, c'est beaucoup plus simple. Alors, né dans les années 80-90, à Mwanda, dans le Haut-Ogooué. Mes parents, les deux, sont originaires du Haut-Ogooué, de coutume Nzebi. Et oui, donc une enfance assez calme et sans trop de problèmes, Pour la petite histoire, j'ai même pas fait de préscolaire. Beaucoup de gens ne savent pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que... Tout le monde va au préscolaire, oui. Moi, j'ai pas fait de préscolaire. Et donc, j'ai commencé par des écoles publiques catholiques, notamment l'école publique catholique Sainte-Barbe de Mounana. Ensuite, j'ai appris à Mwanda, l'école publique de l'EIMA de Mwanda. Et je suis arrivé à Libreville seulement en 2001. Wow. Donc en réalité, beaucoup de gens me connaissent et tout, beaucoup pensent que... Pur produit de l'intérieur du pays, alors ? Pur produit de l'intérieur du pays. Et là, c'est la première fois que je vais le dire, mais ce n'était pas si évident déjà. Et donc, en arrivant à Libreville, je passe mes diplômes du primaire et ensuite, mon père, parce que je perds ma mère assez tôt, en 98, et donc je commence à vivre avec son frère aîné, qui aujourd'hui représente mon père. Et donc, mon père me dit, après le CEP et le concours, on était déjà allé visiter le lycée Léamba parce que je devais être là-bas, je devais marcher sur ses traces. Et j'avais d'assez bons résultats au primaire. Honnêtement, j'avais de bons résultats. Et il me dit comme ça, écoute, dans 2 semaines, tu passeras le concours de Prytanée militaire. Je comprends pas, je sais pas de quoi il s'agit. Et puis bon, je me réveille un samedi, j'avais totalement oublié que je devais passer le concours. Et un samedi matin, je prends un stylo et puis je passe ce concours. Et puis le reste s'enchaîne. Justement, le mot est sorti, le Prytanée militaire. Je peux dire que c'est là que débute véritablement cet engagement militaire. Donc, lorsque vous intégrez le Prytanée militaire de Libreville, alors aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a de nombreux enfants qui y apprennent, notamment mon petit-neveu Zoran qui apprend au Prytanée militaire et dont je suis extrêmement fière. Il fallait que je trouve le moyen de le placer quelque part. Donc, le Prytanée militaire est présenté comme une école prestigieuse. Certains étudiants de cette école ont d'ailleurs défilé sur les Champs-Élysées durant le 14 juillet dernier, fête nationale de la France. Alors, vous qui êtes allés, qu'est-ce qu'on apprend réellement là-bas ? Alors, si vous me permettez de faire un tour dans l'histoire, le Prytanée militaire est une école qui existe depuis longtemps. Au Gabon, le projet est vieux.
et a été lancé par le feu président Omar Bongo Ondimba, et qui a ensuite été repris par l'actuel président, Ali Bongo Ondimba, en 1999 pour le Gabon. Mais il y a des prytanées militaires très très vieux, comme celui de Saint-Louis au Sénégal, qui actuellement s'appelle prytanée militaire Capitaine Charles Thioréré. Non. Si. Et vous avez beaucoup de Gabonais qui ont fait ce prytanée militaire. Je ne citerai pas les noms ici, mais beaucoup. Là, donc la communauté de ceux qui ont fait le prytanée militaire, on nous appelle des anciens enfants de troupe. Parce que pendant qu'on est en école, on est enfant de troupe. Donc au sortir de là, après, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. On a le prytanée militaire du Mali, à Brazzaville, au Togo, au Bénin, au Niger, le plus récent, justement en Afrique, c'est le Niger. Et donc le Gabon est l'un des prytanées militaires les plus jeunes, s'il faut le dire ainsi. Mais la culture est là depuis. C'était à la base pour les enfants de militaires, lorsqu'ils allaient au front. Ils n'avaient pas forcément le suivi parental. Et donc on les mettait dans des internats avec une discipline assez stricte et un cursus scolaire assez élevé. Et c'est dans l'histoire, dans la foulée de l'histoire, qu'on a continué avec la tradition pour qu'au Gabon aussi on puisse avoir notre prytanée militaire à nous. Donc qu'est-ce qu'on apprend ? C'est un cours secondaire, un lycée comme tous les autres, mais pas vraiment comme tous les autres. Justement, c'est pas vraiment là. On voudrait que vous nous expliquiez un petit peu. Je pose la question parce que ça peut sembler très impressionnant pour beaucoup de personnes, y compris pour moi. D'abord, le prytanée militaire se trouve dans un endroit qui est clos. Enfin, on voit pas l'intérieur du prytanée militaire. C'est pas le genre d'espace que les gens auraient envie de partir comme ça. Ah tiens, on est venu visiter. Ça se passe pas comme ça. Deuxièmement, les élèves du prytanée militaire ont une apparence très soignée, très respectée. Et je pense que les élèves du prytanée militaire vivent au prytanée militaire. Donc, qu'est-ce qui comprend exactement le programme scolaire d'un élève type du secondaire au prytanée militaire lorsqu'on est enfant de troupe ? D'accord. Alors, oui, comme vous l'avez dit, le prytanée militaire est fermé. Et honnêtement, il y a une règle. On ne peut pas entrer au prytanée militaire si on a plus de 12 ans à la date du concours. Donc la 6e, il faut la faire très jeune. D'accord. Et lorsqu'on a 12 ans, on conviendra ici que tout le monde n'a pas forcément la décision. La plupart d'entre nous qui l'avons fait ne savions pas exactement où nous allions. Je prends mon exemple, je suis rentré au prytanée militaire, j'ai eu mon concours et on a commencé les semaines de formation militaire. C'est 2 semaines plus tard, à l'école, à l'internat, que je me suis rendu compte que j'étais vraiment au prytanée militaire. Il y avait une pancarte et en 2 semaines, je n'avais jamais eu la grandeur ou la présence d'esprit de regarder la pancarte en question. Qu'est-ce qui t'est marqué ? Prytanée militaire de Libreville. D'accord. J'ai fait 2 semaines, je ne savais pas où j'étais. J'étais totalement déboussolé. Comme un petit garçon. On est tout jeune, exactement. On s'en fout un petit peu. Oui. Exactement. Et puis on se dit, bon, on ne comprend pas trop, les parents ne sont pas là, on passe des nuits sans eux, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On s'y habitue et puis prytanée militaire et tu commences à te faire une famille. Donc en 6e, je pense que l'année la plus compliquée, c'est la 6e. Parce que c'est calqué sur les traditions militaires. Donc il y a un système d'anciens et de jeunes. Donc en 6e, vous êtes des jeunes parce que le prytanée militaire a cette particularité qu'on n'entre pas en 5e ou en 4e. Il faut automatiquement faire de la 6e en terminale. D'accord. Donc lorsque tu viens en 6e, tu es le plus jeune de l'école. Tous les autres sont des anciens. Nous, on a eu la chance parce qu'on était les premières promotions. On n'avait pas beaucoup d'anciens. Mais les anciens, pour vous souhaiter la bienvenue à l'école, ils ont un petit traitement, rien de méchant maintenant qu'on y pense, mais c'est de bonne guerre. Ça peut être impressionnant pour un enfant de 12 ans. Ça peut être impressionnant pour un enfant de 12 ans. Mais après, avec du recul, on se rend compte que c'était des enfants de 13 ans qui te faisaient ça. Donc, alors, combien d'années vous passez au prytanée militaire ? Et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, je vais revenir sur le cursus, parler de la question sur le programme. On fait des cours normaux. Après, on a l'avantage de vivre sur place. Qui sont les professeurs ? Alors, moi, quand je suis arrivé, on avait des professeurs majoritairement de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, je vais profiter pour saluer des profs comme Monsieur Eclou, mon professeur de maths, Monsieur Lowe, Monsieur Dossa, et une pensée particulière Messieurs Capochichi, feu Monsieur Capochichi. Il avait des ouvrages. Oui, très 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 grand professeur de sciences de la vie et de la terre.
et Monsieur Tokpanou aussi. Donc c'est juste quelques noms, les autres, Monsieur Haïdara. Je ne peux pas citer tout le monde, mais donc au départ on avait des professeurs civils et avec le temps, le président de la République s'est dit que si les élèves sont militaires et pour limiter les troubles de l'année scolaire, pourquoi ne pas recruter des personnels militaires pour être professeur au Prytanée militaire? Et ma dernière année au Prytanée militaire, le corps enseignant était majoritairement composé de militaires. Une journée type d'un élève du Prytanée militaire ressemble à quoi? Alors, réveil, 5 heures. 5 heures, et pour la petite... Où dormez-vous? On a des dortoirs. On a des dortoirs, et ça dépend. Moi, en 6e, on était à 11. D'accord. 12. Donc, les lits sont alignés face à face, et puis tout est réglé. Confortable? Confortable, c'est un jugement de valeur. Disons qu'on dormait. On dormait, mais bon, on n'en est pas mort. Hein, après, pour un jeune de 12 ans encore qui ne pense pas forcément... Après, c'est nous-mêmes qui nous mettons des blocages sur le confort. 12 ans, on le fait et ça passe. Mais ce qui était plus impressionnant quand on est entré, c'était que le lit, il fallait le faire. Il y avait une distance. Donc, réveil 5 heures. Réveil 5 heures. Décrassage, donc le sport matinal. Après le sport, vous revenez en chambre pour prendre votre douche. Et là, vous faites tout. Vous faites le lit, vous faites tout. Et comment est-ce qu'on fait le lit? Le lit, on fait un peu comme dans les chambres d'hôtel. On respecte les règles? Bien sûr, avec des dimensions. Si vous avez des draps rayés, il faudrait que les lignes soient bien droites. Et il faudrait que le pli du drap, il doit respecter une distance. Je pense que c'est la règle de 30 cm. Et ça, il y avait des inspections quasiment tous les jours. Donc, avec le temps, tu développes des automatismes. Et pour toi, jusqu'à présent, quand je me lève, je fais encore mon lit. Donc, après la douche, c'était impressionnant parce que quand on rentre, les uniformes pour le sport étaient là. De la chaussette au t-shirt, tout était uniforme. Tu n'avais rien à faire. Après, il y a le côté militaire. On va te donner une taille XL. Si tu es S, c'est pas leur problème. Mais au moins, tu as l'uniforme. Ça nous a permis de créer un lien fraternel, familial beaucoup plus facilement. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de fils de tel. C'était juste les anciens enfants de troupe engagés dans la même expérience. Donc, après le lit, il y a la montée des couleurs à 6h30. Très important. Très, très importante, surtout aujourd'hui. Journée nationale du drapeau. Il y a des établissements, malheureusement, au Gabon, où on ne lève plus les couleurs. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, dans les écoles, on disait « on tend, fixe, repos, on se tient droit ». Bon, les gens disent « autant », mais je pense que c'était « on tend hein, de tendre le bras ». Bon, vous pouvez continuer, mon capitaine. Alors, chez nous, c'était garde à vous, repos, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, après la montée des couleurs, tout le monde se dirigeait pour le réfectoire, le petit déjeuner. Et 7h30, maxi, tout le monde était en salle de cours et on commençait. Après, les cours étaient classiques, maths, physique et tout, jusqu'à 13h, pause déjeuner. Et on repartait en cours jusqu'à 16h. Il y a 16h activités sportives. Encore? Ouais. Et on allait au réfectoire pour le dîner à 18h. Et de 18h30 à 21h30, je sais pas, études surveillées. Tout le monde repartait en salle de classe. Donc en réalité, on a que ça à faire. De toute façon, on est là. Pourquoi ne pas Il n'y a pas de temps pour regarder la télé Alors, on n'avait pas de télé. On n'avait pas Internet. On n'avait pas de télé, on n'avait rien. Et puis, tout était interdit. L'argent était interdit. Tout était interdit. Donc, la seule chose que tu devais faire, c'est t'asseoir et travailler. Simplement. Quel était votre état d'esprit d'enfant? Je veux dire, à cette époque, ça doit être assez choquant pour un enfant. On part de la maison de ses parents, on arrive dans un espace qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas, des étrangers qui sont vraiment très, très stricts. Hein. Levez-vous, faites du sport, mangez comme ça, tenez-vous comme ça, et ainsi de suite. Et on partage surtout son espace où on dort avec aussi des enfants qu'on ne connaît pas. Ça peut être très traumatisant pour un enfant. Comment vous vous sentiez à ce moment précis? Perso, ce n'était pas évident, encore une fois. Parce que je me souviens quand j'arrive au Prytanée, je suis tout petit, tout frêle. Et il y a un de mes encadreurs qui dit, lui, là, il va pas tenir 3 mois. Et je le lui ai rappelé lorsque j'ai eu mon bac, je lui ai dit, 3 mois, j'ai fait 7 ans et je sors de là quand même parmi l'un des meilleurs élèves de l'école. On a rigolé, mais
Alors, ça peut être troublant, mais encore une fois, à 11, 12 ans, on ne réfléchit pas forcément. Et la première année, c'est l'année la plus compliquée, parce que c'était un nouveau monde. Mais je vous assure qu'après 3 mois, parce que la première période, les premiers 3 mois, on ne nous appelle pas enfants de troupe, on nous appelle animaux de brousse. Non. Si, animaux de brousse. Mais qui vous appelle de cette manière? Tout le monde, on est des animaux de brousse. On n'a pas encore l'honneur de traverser et de faire partie de la famille des enfants de troupe. Et donc pendant 3 mois, on ne voit pas les parents, les visites sont interdites. Et là, il n'y a que l'action des encadreurs et les anciens. Et les anciens s'occupent de nous. Ils s'occupent très bien de nous. Comment... Entendez par là, petit traitement spécial. Comment avez-vous tenu toutes ces années? Je veux dire, vous êtes jeune, vous êtes dans un environnement, comme je venais de dire, que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque jour et continuer? Même quand je suis sûre qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit « Je veux rentrer chez moi ». Alors, je veux dire qu'on n'y pense pas vraiment. On n'y pense pas vraiment parce que lorsque tu fais 3 mois et tu dis, bon, je sais pas si l'étape d'animaux de brousse, et maintenant, et on a eu la chance parce que notre parrain de promotion, c'était le défunt président Omar Bongo Ondimba. On était la dernière promotion qu'il a parrainée au Britannique. Après, on a aussi eu le général Ntori Longo, qui était chef d'état-major général des forces armées à l'époque. Donc on a une promotion assez... C'était bien. Mais quand tu passes tes 3 premiers mois de formation, tu n'y penses pas. Tu te dis, bon... T'es tellement chargé que tu ne penses pas à ce qui va se passer dans 3-4 mois. Plus important. Et puis on te dit, on est rentré juste de 6e en 4e. Moyenne de passage, c'était 12 annuels. Quand on passe en 4e, on nous met la moyenne à 13. Donc tu te dis, bon, écoute, il faut bien que je trouve mes 13 de moyenne. Et avec le temps, honnêtement, tu es tellement jeune qu'il n'y a pas de distraction. Après, ça devient compliqué lorsque tu arrives en 3e. Et la puberté rentre et tu commences à... Et on est dans un cocon. Il y avait que des hommes, que des petits garçons. Je me il n'y avait pas de petites filles. Non, les filles sont rentrées un peu plus tard, je pense en 2012 pour le Britannique de Libreville. Mais nous, il n'y avait que des hommes. Et donc le premier contact avec la civilisation, si je peux me permettre, c'était pour passer le BEPC au lycée d'application Nelson Mandela. Et là, on est jeunes, pubères. Et on voit des filles pour la première fois. Et vous y allez en uniforme pour aller passer l'examen ? On allait en uniforme. On allait en uniforme quelques jours. Il y a des jours, je pense qu'on avait eu l'occasion de porter la tenue civile une seule fois. Mais on ne savait pas, on était habitué au monde militaire, à l'uniforme, donc on ne savait pas s'habiller du tout. Et donc c'est là, en fait, où ça devient un peu compliqué parce que là, tu te rends compte que, oups, premier contact avec les autres, ils existent. Le monde, c'est parce que tu es enfant et quand tu deviens adolescent, tu vois les gens, la vie, la liberté. Et certains ont pris la décision de ne pas continuer. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Vous passez 7 années au Britannique militaire. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre lorsque je préparais cette interview, on m'a dit que le Britannique militaire, l'enseignement y est strict, dur, terrible, sans pitié pour les enfants. Alors, à la fin de vos études secondaires, pourquoi vous n'êtes pas sorti de ce circuit ? Je pense qu'on atteint un âge où on est capable maintenant de prendre ces décisions. Pourquoi vous n'êtes pas sorti ? Quel était votre plan de carrière ? Pourquoi vous décidez de continuer ? Très bonne question. Et encore une fois, ce n'était pas si évident de continuer dans l'armée parce qu'on avance et puis on se dit, allez, une bonne partie de ma vie, c'est ce que j'ai connu. On a un peu, il y a le côté, il y a la peur d'affronter l'extérieur parce qu'on ne sait pas, mais il y a aussi le petit challenge personnel. Moi, par mon histoire, je me définis comme un miraculé et surtout comme quelqu'un qui challenge toujours les stéréotypes. Le mec qui est né à Mwanda, qui était à Mounana, qui se retrouve là et puis il arrive, on lui dit les 3 premiers mois tu vas pas tenir et qui termine, je me dis que non, voyons un peu jusqu'où on peut aller. Et puis le prisonnier militaire par exemple, on proclamait devant les parents. Donc celui qui avait 12,99, on disait ça. Je sais pas, on va dire monsieur, je sais pas, Perlin-Pimpin, 12,99, et tout le monde sait qu'il est exclu. Donc il y a ce petit côté fierté que mes parents ils sont là, on va pas m'exclure devant mes parents. C'est pas possible. Ah mais c'est sans pitié. Et une fois que tu arrives en seconde, tu dis mais mince, je suis en seconde. Je vais pas me faire exclure en première. Aussi proche du but. Et tu arrives en première, tu dis mais je vais pas me faire exclure en terminale.
terminal, tu gagnes ton bac et là, tu penses pour la première fois, oups, ouais, bon, écoute, c'est fini. La fierté m'a poussé jusque-là. Et puis, oui, je suis habitué. Et nous, quand on arrive, donc le président de la République, il fait son premier mandat. Et il a une vision de faire une armée en or opérationnelle et républicaine. Et puis nous, on se dit, pourquoi pas? Le Britannique militaire, c'était son projet. Et donc, on dit, bon, on va continuer. Et nous, en réalité, on n'avait pas de complexe parce qu'on savait exactement ce que valait un militaire intellectuellement. Donc, on n'a pas pensé en se disant, je peux être banquier, je peux être docteur. On dit, mais en fait, l'armée est beaucoup plus vaste que ça. Je peux être docteur dans l'armée. Je peux être aviateur dans l'armée. Je peux faire beaucoup de choses dans l'armée. Et moi, c'était ça, le challenge de dire, pourquoi pas? Beaucoup de gens m'ont dit que je ne pourrais pas y arriver. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas continuer et montrer aux gens, encore une fois, défier les stéréotypes? Pourquoi ne pas montrer aux gens que c'est possible? Ce n'est peut-être pas si évident, mais après, on finit par le faire. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai bien entendu des amis dans les forces armées, les forces de sécurité et de défense du Gabon. Et ce que j'entends souvent, l'idée reçue, c'est qu'on devient policier par contrainte. C'est parce qu'il n'y a pas mieux. Enfin, on n'a pas trouvé de l'emploi, donc on plonge dans la police, on devient militaire parce qu'on n'a pas eu de débouché, et puis on attend vite le concours de l'armée, et on rentre et tout. Et bon, je vais pas dire la première fois, je vais être honnête, j'ai déjà entendu ça auprès de certains de mes amis qui ont vraiment choisi cette vocation désolé de la répétition, par choix que par contrainte. Donc vous, à ce moment précis, vous savez que vous êtes en train de vous engager dans une carrière militaire, que toute votre vie, vous serez militaire et il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Vous êtes d'accord avec cette idée? Alors, dans l'armée, on nous dit toujours que l'armée n'est pas venue nous chercher. Quand on s'engage, on fait une demande dans laquelle on dit « j'ai l'honneur ». Donc, j'ai eu l'honneur, j'ai toujours l'honneur de servir mon pays. Après, les gens, c'est normal que les gens pensent comme ils pensent, mais après, moi, je me dis, il n'y a pas de plus grand honneur que de servir son pays, pour de vrai. Pour moi, c'est un honneur. Et c'est normal, vous savez, il y a des difficultés d'emploi dans tous les pays. Bon, les militaires et les policiers, ils ne parlent pas non plus beaucoup. Oui. Après, c'est pas tant parler beaucoup, c'est savoir quoi dire. Oui. On reste des hommes, on reste des citoyens, mais il y a des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas de moi et je me limite à ça. Oui, en fait, je veux dire, c'est des métiers. Je veux dire, les communicateurs, par exemple, ils sont tout le temps en train de parler, d'exposer des choses. Donc, la population a l'impression de connaître et d'avoir une idée de qui ils sont. Si on prend les banquiers, ils parlent de leur travail, ils vendent leurs offres bancaires et ainsi de suite. Sauf que les agents des forces de défense et de sécurité, leur particularité, c'est qu'ils travaillent, ils agissent et très rarement, en fait, ils vont se retrouver sur des plateaux de télé pour... voilà, quoi. Oui, mais après, je pense que ça vient aussi avec la conception naturelle ou culturelle de l'autorité. On se dit que l'autorité, l'armée, la police, ce sont des bras séculiers de l'État. C'est comme les magistrats. Les avocats, c'est différent des magistrats. Les avocats, ils parlent pour défendre un client, mais le magistrat, si tu le vois pas en cours... Tu sais pas. Tu sais pas. C'est comme nous. Notre travail, c'est de faire d'accomplir une mission. On l'accomplit. Après, maintenant, je vois que ça a tendance à changer parce que vous avez des pilotes militaires, des médecins militaires, et on laisse en fait les actions parler pour nous. Mais et c'est ça un peu le développement avec des nouvelles générations. Oui. Le Gabon reste un pays, une république assez jeune. On n'avait pas forcément la même appréhension de certains métiers. Encore une fois, banquier, pétrolier, dans le commun des Gabonais, c'est des métiers qu'il faut faire parce que on voit le côté pécunier. Mais maintenant, il y a des métiers de plus en plus... si le métier d'influenceur est considéré comme une profession aujourd'hui, je pense que l'armée aussi peut se prévaloir. Clairement, une chose qu'on ne peut pas du tout retirer aux militaires, c'est la qualité et le sérieux qu'ils mettent dans l'exécution de leurs tâches. Et toutes les personnes qui sont déjà allées dans un hôpital militaire ne pourront pas du tout dire le contraire. Donc après, on va revenir à notre interview. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous intégrez la prestigieuse université militaire de West Point aux États-Unis. Donc pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez, l'université de West Point, c'est vraiment
je sais pas comment la qualifier, ce serait la cerise sur le gâteau, ce serait le diamant sur une bague. Je sais pas, vous trouverez les mots pour le dire, mais bref, dites-vous qu'il y a des Américains qui se battent chaque année aux États-Unis pour intégrer cette université. C'est vraiment une compétition, mais intense. C'est très, très sélectif. Et puis vous partez du Gabon, pays de l'Afrique centrale, tout petit, où on parle le français, et vous intégrez la prestigieuse université Académie militaire de West Point. Alors, une seule question, je vais pas en faire plus. Comment faites-vous cela? Je pense que j'ai donné la réponse dans des questions. Je défie les stéréotypes. Et quand on se donne les moyens, quand on se donne la discipline, et je suis très croyant, quand on met Dieu aussi, les portes s'ouvriront. Et après, il faut y mettre du sien, bien évidemment. Et comme je vous disais, nous, quand on va, je vais pas directement à West Point, parce qu'au West Point, on n'y va pas par nomination. Non. On y va par, on dit ça, apply, par candidature. Et chaque année, il y a à peu près 14 000 personnes qui veulent accéder à West Point. Wow. Sur les 14 000 personnes, l'académie ne peut prendre que 1200. Et donc, moi, je fais 2 ans d'abord dans une université. Un peu moins de 10%. Ouais. Et quand on dit les 14 000, c'est pas 14 000, c'est 14 000 qui sont pour la plupart premiers de leur classe, premiers de ceci, c'est 14 000 sérieux dossiers. C'est très, très, très sélectif. Et moi, donc je disais, je passe par une école américaine en Pennsylvanie, donc j'ai fait 2 ans. Donc c'est le temps de m'acclimater au monde, au système américain. Et après, je postule pour West Point. Et cette école en Pennsylvanie, c'était une école militaire? Oui, c'était une école paramilitaire. En fait, on faisait de la formation militaire. Comment vous y êtes allé? Parce que, capitaine, excusez-moi, là, il y a une partie de l'histoire qui nous manque. Vous gagnez le bac au Britannique militaire, on est à Libreville. Comment vous partez de Libreville pour la Pennsylvanie? Comment vous faites ça? Alors quand le Britannique militaire a ça, justement, de bénéfique, parce que il y a souvent un très bon suivi après le Britannique militaire, parce que tu t'engages dans l'armée. Lorsque tu t'engages dans l'armée, le ministère de la Défense te suit. Et nous, comme je vous ai dit, le président de la République venait de devenir président, et donc il avait à cœur de faire en sorte que des officiers gabonais... Exactement. Et nous sommes la première cuvée d'officiers à être formés en initial, c'est-à-dire de la base jusqu'au final. Exactement, dans les académies militaires, dans de très grandes académies militaires. Donc on a surfé sur ça. On a été chanceux on va dire, de jouir du vent en poupe du président qui était là, qui a voulu faciliter. De sa vision, parfait, exactement. Et nous y sommes allés. Il nous a beaucoup accompagnés dans les 2 premières années. Et comme je disais, l'État peut accompagner, mais après la phase de soumission de candidature à West Point, c'est simplement c'est ton travail. Alors, combien de temps faites-vous dans cette académie militaire? Et puis, surtout, qu'est-ce que vous apprenez? Et est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants qu'il y avait dans l'académie à ce moment précis? Bien sûr. Donc, si j'en fie, il y avait un peu moins de 5 000, parce qu'on fait 4 ans à West Point. Donc, on fait 4 ans. Il y avait moins de 5 000 si vous comptez 1200 pour chacune des années. Et moi, j'étais censé sur 1200 dans ma promotion. J'étais le seul Africain. Et il y avait, je pense, 14 nationalités. Wow. Et donc, le seul Africain, le seul francophone aussi. Il y avait un de mes collègues qui était d'Haïti, qui parlait pas créole, mais le seul francophone, c'était moi. Et donc... on va dire que c'était une expérience très impressionnant. Encore un autre moment où vous vous retrouvez, je veux dire, seul face à votre avenir. Donc, qu'est-ce que vous apprenez à West Point? Je me dis bien que lorsque vous candidatez pour entrer à l'académie, vous avez déjà peut-être fait votre choix de vie. Oui, non, votre choix de carrière. Vous y entrez pourquoi? Alors, non. Et oui, parce qu'en partant du Gabon, je me projette dans l'armée de l'air du Gabon. Et donc, pourquoi? Parce que... Moi, je me suis toujours projetée dans la marine, mais pour une raison simple. J'adore les uniformes de la marine. Alors, moi, je me suis jamais projetée dans la marine parce que quand je pars du Gabon, je sais pas nager. Donc, c'était... Mon premier choix, c'était la santé militaire parce que j'avais ma grand-mère qui était assez malade. Et mon grand-père aussi, d'ailleurs, je les ai perdus les deux pendant que j'étais encore aux États-Unis. Avec l'histoire, ils ont joué une grosse
partie dans mon éducation. Donc je me disais, écoutez, je vais être médecin pour revenir et prendre soin d'eux, mais c'est pas passé comme ça, Dieu a décidé autrement. Et donc quand je veux partir, quand je veux faire médecine, il y a la vision du président qui veut former des officiers aux États-Unis. Et à l'époque, on n'a pas d'école de médecine militaire aux États-Unis. Et moi, j'arrive au point où je demande aux gens même de me dire, écoutez, moi je ne veux pas aller aux États-Unis. Je veux faire le Maroc ou le Sénégal. Je veux simplement être médecin. Et comme on était parmi les meilleurs élèves, le commandant de l'école à l'époque, il me dit, écoute, tu m'arrêtes ça. Tu vas aux États-Unis et tu vas te débrouiller là-bas. En tant que militaire, j'ai dit à vos ordres et puis je suis parti. À vos ordres, clairement. Et donc quand j'arrive, je candidate aussi pour l'Académie de l'air et l'Académie navale. Fun fact, je me fais accepter dans les 3 académies. Non. Si. Dans les 3 académies, je me fais accepter. Et je n'étais pas le seul, on était parti à 6. Et je me fais accepter dans les 3 académies. Et après, je me dis, bon, je reçois un appel du Gabon et puis on me dit, écoute, tu as été accepté dans les 3. Et moi, dans ma tête, je t'ai dit, Armée de l'air, Académie de l'air. Et on me dit comme ça, écoute, France. On dit pas non à West Point. Et j'ai dit, effectivement, on dit pas non. Et aujourd'hui, je regrette pas d'avoir choisi West Point. So. Et donc, en combien de temps, oui, vous avez dit 4 ans, comment se passent ces 4 années? Est-ce que la discipline militaire que vous avez apprise au Prytanée militaire vous sert une fois que vous arrivez là-bas? Est-ce que vous arrivez à vous intégrer? Énormément. Quelle place vous intégrez dans le classement lorsque vous décrochez votre diplôme? Qui est présent à votre remise de diplôme et tout ça? Enfin, on veut tout savoir. Comment tout ceci se passe? In a nutshell, alors, c'était... Bien évidemment, la discipline militaire du Prytanée m'aide énormément parce que j'étais jeune quand je suis entré au Prytanée. Donc c'est des automatismes. Pour moi, être loin de la famille, ça ne me fait plus grand-chose. Le côté physique, c'était différent parce que les Américains, ils sont costauds, ils font beaucoup de sport. Mentalement, je n'ai eu aucun problème. Est-ce que les activités sportives ressemblaient du coup à celles que vous faisiez au Gabon, le décrassage et oui, et tout ça, à un niveau d'intensité beaucoup plus relevé quand même. Beaucoup plus relevé. On parle quand même d'une académie qui existe depuis 1802, qui a vu former des Dwight Eisenhower, des Truman, beaucoup de généraux, de MacArthur qui sont passés par West Point. Donc, c'est quand même du sérieux. Donc, niveau physique, oui, il fallait quand même être... Et c'était intense. C'était très, très intense. Et puis, il faut reconnaître que on parle de l'armée américaine. On est dans un contexte où on forme les soldats américains, pas forcément les soldats gabonais. Mm-hmm. Donc, on forme de l'armée américaine avec les moyens américains, avec les technologies américaines, avec les conditions américaines. Et à l'époque, les États-Unis étaient très portés vers le théâtre Moyen-Orient. Donc c'était vraiment des décors comme l'Afghanistan, l'Irak et tout, militairement parlant, bien sûr. Donc c'était quand même assez... Et l'État de New York, c'est très compliqué en été. Il fait très 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 chaud et en hiver, il fait très très froid. Et puis de l'autre côté, quand tu finis ça, après il y a les cours d'ingénierie. Encore une fois, défier les stéréotypes. J'ai fait génie mécanique en spécialité aéronautique pour la simple raison que il n'y avait pas de noirs dans ce département, dans ce cursus. À la fin, on se retrouvait à être 2 noirs, donc moi, le seul Africain, le seul Gabonais, et un de mes noirs, Alfred, qui venait de Virginie. Mais nous deux, on s'est dit, écoute, on dit qu'il n'y a pas de noirs, on dit que c'est pour des Asiatiques et tout, alors que... Et puis on a fait. Et honnêtement, lorsque tu es bien formé au Gabon, tu n'as pas envie qui que ce soit. Moi, j'avais pas d'amis quand je suis arrivé à West Point. Parce que tout le monde a des questions un peu d'Afrique, c'est comment? Est-ce que vous allez à l'école en girafe? Mais sérieusement. Après, j'ai compris que c'était plus de l'ignorance qu'autre chose, il y avait rien de vicieux. Et derrière, quand on a commencé à agir, à interagir en classe, cours de maths, cours de physique, et le plus étonnant, c'était le cours d'histoire du Moyen-Orient. C'est là qu'ils m'ont demandé, mais comment tu sais tout ça? Et moi, je leur ai dit, en fait, c'est logique, quoi. Moyen-Orient, si tu lis un peu, tu comprends facilement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir des gens, des Américains qui venaient dans ma chambre me dire « Explique-moi ce chapitre et tout ». Et ils ne savaient même pas que j'étais aussi bon en maths ou en physique. C'est le cours de l'histoire du Moyen-Orient qui m'a permis d'avoir des amis. Et ensuite, quand on est allé dans des matières plus scientifiques, j'étais
j'étais vraiment tranquille. Donc académiquement, j'ai jamais eu de problème là-bas. Le plus difficile, c'était, je pense, le côté militaire, le côté physique, le froid, la chaleur. Et puis, une matière en particulier qui m'a vraiment poussé dans mes derniers retranchements, c'était la natation de combat. Alors, je savais pas nager, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Je savais pas nager. Là, il fallait que je nage en uniforme, avec des rangers, des chaussures de combat et avec l'arme. Et j'étais pas très costaud. Donc, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et c'est simple. Si tu ne passes pas, il y avait des cours obligatoires tels que la boxe, la natation de combat et, je pense, la course d'obstacles. Si tu ne valides pas les 3 matières, tu ne peux pas avoir ton diplôme d'ingénieur. Vous me direz, la natation n'a rien à voir avec l'ingénierie, mais voilà pourquoi c'est West Point aussi. Ouais, mais clairement que ça a un truc à voir avec l'ingénierie. Imaginez, vous êtes dans un avion et puis il y a un amérissage, il va bien falloir nager. Hein. Là, c'est pas en tant qu'ingénieur, ça c'est en tant que militaire. Oui. Donc, mais bon, j'ai réussi à passer ça et puis bon, aujourd'hui, je suis reparti à West Point pour la petite en décembre 2022. Ça m'a fait chaud au cœur de repasser par là et de voir un peu tout ça. Je peux imaginer. Alors, je discutais avec un auditeur du podcast la dernière fois qui me disait Gina, j'écoute certains des épisodes du podcast avec mon garçon qui a une quinzaine d'années. Mm-hmm. Et donc, je sais bien que, par exemple, ce type de contenu ou cette interview peut en intéresser plus d'un. Alors, pour ce public-là, pour des jeunes qui, aujourd'hui, sont en train de chercher ce qu'ils pourraient faire dans l'avenir, en train de chercher, en fait, des orientations, des formations qui pourraient aller poursuivre. Expliquez-nous exactement, c'est quoi génie civil, génie mécanique, spécialité aéronautique. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous construisez des avions? En fait, dans l'aéronautique, il y a beaucoup de domaines. Et moi, justement, c'était aircraft design, donc le design des avions et tout. Ah ouais, j'étais pas loin. Hein. Ouais, ça va. Donc, mais le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'essayer. En ce qui me concerne, génie mécanique, je savais rien. Je savais simplement qu'il devait y avoir beaucoup de maths et de physique. Et moi, j'étais prêt pour le challenge. Et puis après, ça t'intéresse quand tu commences à faire c'est un cursus d'ingénieur normal, hein. Les mêmes lois de thermodynamique ici, avec peut-être un semestre avec le génie civil, parce que tout ça, ça rentre en compte. Et après, vous allez en laboratoire, on a fait beaucoup de laboratoires, de robotique, de mécatronique, pour essayer maintenant d'agencer tout ce que vous avez fait et de créer des prototypes. Bien évidemment, on n'a rien produit à l'échelle industrielle. À l'échelle d'Airbus. À l'échelle d'Airbus. Mais c'était bien de faire des petites immersions à Airbus, ou à Lockheed, ou à Sikorsky, qui est réputé pour les hélicoptères. Donc c'est ça un peu. Le génie mécanique, c'est de l'ingénierie, comme on entend génie civil, et spécialisé sur la mécanique. Et maintenant, dans la mécanique, il y a ce qu'on appelle l'aéronautique. L'aéronautique, c'est pas de l'aviation, c'est simplement fabriquer, concevoir l'appareil. L'aviation, c'est des métiers annexes qui utilisent justement l'avion. Mais nous, notre travail, nos exercices, c'était des simulations. On va te dire, écoute, j'ai besoin d'un appareil qui vole à telle vitesse, qui puisse embarquer tant de personnes et en utilisant telle quantité de carburant. Et c'est ça le métier d'ingénieur. Tu viens, tu t'assois et tu commences à étudier les données en disant, OK, il n'y a qu'un moteur de ce type qui puisse faire ça. Il n'y a que des avions avec une architecture de ce type qui peuvent aller à telle vitesse. Et tu mets tout ça, tu mets ça en musique. C'est vraiment comme un orchestre. Et quand tu essaies, après, par simulation, et quand ça passe, tu es quand même un peu fier de toi en te disant que tiens, je crée quelque chose. J'imagine. Je me doute bien que malgré le fait que vous soyez un militaire, vous êtes en contact avec des civils. Vous qui faites partie de cet univers de l'aéronautique, est-ce que vous direz aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent que c'est un secteur porteur vers lequel ils devraient peut-être regarder? Ah oui. D'ailleurs, l'aviation, là je repars dans l'aviation justement, est un secteur très 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 porteur. Et honnêtement, c'est ça, c'est parce que malheureusement, on est coincé dans nos carcans de pensée traditionnels avec des métiers tels que pétroliers. Et je n'ai rien contre les pétroliers, je les admire d'ailleurs. Je suis d'accord. Banquiers, je suis d'accord avec mais vous. L'aviation, c'est très très porteur. Il y a tellement de métiers.
Il y a tellement de métiers, gestionnaire d'aéroport, agent de piste, gestionnaire de pôle pétrolier. Comment on appelle le monsieur qui... Agent de piste. Ah, agent de piste ou d'escale. Même restaurateur aéronautique, c'est déjà un très, très, très grand métier. Puis il y a beaucoup de choses. C'est porteur. Et en plus, on a la chance au Gabon parce que c'est quasiment vierge. Depuis la fermeture d'Air Gabon, on n'a pas eu beaucoup de retours par rapport à ça. Donc, je veux dire, c'est vierge. Si on essaie... Il y a de la place. Et il faut surtout pas avoir peur des challenges. Exactement. Alors, mon capitaine, aujourd'hui, vous êtes de retour au Gabon. Lorsque vous regardez votre parcours, lorsque vous regardez votre vie, est-ce que cela correspond exactement à ce que vous souhaitiez? Je dirais... Est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez Être fier, non, parce que j'ai de très, très, très grandes attentes pour moi. Donc, je ne suis pas fier, mais je ne suis pas triste non plus. Disons que je m'adapte et je prends la vie comme elle vient. J'essaie d'être performant dans toutes les tâches qu'on me donne. Donc, je n'ai pas à avoir honte de moi, non. Mais la fierté, c'est autre chose. La fierté, c'est quand j'aurai fait quelque chose d'assez important à mon sens, je pourrais dire que je suis fier. Quand j'aurai inspiré des gens, je pourrais dire que je suis fier. Quand j'aurai vu, les bourgeons des graines que j'aurais semées, je pourrais dire, ouais, là, je suis fier, j'ai fait quelque chose. Pour l'instant, on vit comme on est des Gabonais lambda. Je peux être capitaine ici. Il y en a d'autres qui auraient pu être capitaines comme moi. Il y en a d'autres qui sont capitaines comme moi. Donc la fierté, non. Plan de vie, vous avez vu, je vous ai expliqué, je voulais être médecin. Ensuite, je suis parti pour l'Académie de l'air et je suis allé à West Point. Maintenant, je suis là. Et peut-être même que j'aurai autre chose. Donc le plan de vie, il y a la théorie, parce qu'il y a le rêve. Et la réalité est souvent, on se dit que si on ne vit pas le rêve, la vie est pénible, mais non. Après, la réalité, on peut la rendre aussi agréable qu'on puisse. Pour l'instant, ma réalité n'est pas parfaite, et clairement, il y a des moments difficiles, mais je me dis que ce sont des challenges qu'on embrasse. Et après, au sortir de là, je ne peux me sentir que grandi. Tu auras fait quasiment beaucoup de choses dans la vie, tu auras touché à beaucoup de choses, et en tant que militaire, j'ai toujours j'ai toujours à cœur le fait de m'asseoir au milieu de gens, civils, douaniers, médecins, et de dire Animatrice radio, et de me dire que je peux parler avec eux intellectuellement. Mais la réalité, c'est qu'en restant dans mon coin, je pourrais pas développer toutes ces qualités. Et donc, je remercie l'école de la vie. Ça me permet maintenant, à mon niveau, d'avoir des discussions cohérentes, intellectuelles avec beaucoup de personnes, et je ne me l'imaginais pas avant. Donc, je sais pas, on verra. Alors, mon capitaine, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le fait d'être un militaire au service de la patrie? Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est que l'armée, tout est fait. Vous n'inventez rien. Vous pouvez améliorer, mais vous n'inventez rien. Honnêtement, je travaille maintenant dans un département civil. Pour l'instant, c'est transitoire, mais c'est beaucoup plus complexe. Chez nous, militaires, il n'y a pas besoin, tout le monde sait ce qu'il va faire. Après que les gens le fassent bien ou pas, c'est un autre débat, mais tout le monde sait ce qui doit être fait. Tu rentres, il n'y a pas le côté je suis âgé, non, là-bas, on ne salue pas la personne, on salue le grade. La mission, elle est connue, tu gères des hommes, et c'est magnifique. Et ce que j'aime dans l'armée, c'est ça, c'est gérer les hommes. De se dire que toute action qu'on prend là, a une répercussion sur la vie du soldat. Il y a le général MacArthur qui disait « La responsabilité qui nous incombe est tellement grande qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à l'erreur parce qu'il y a des vies qui en dépendent. » Et ça me marque. Et quand on parle de vie, c'est pas forcément la guerre. C'est juste, moi j'ai eu des ça peut être la qualité de vie, Exactement. Ça peut être la carrière de Exactement. J'ai eu des aînés de 52 ans, alors que j'avais même pas encore 30 ans, qui venaient me demander des conseils matrimoniaux. Et ça, tu te rends compte que mince, ce mec, il me fait confiance. En tant que chef militaire, mais en tant qu'être humain. Et l'armée, ça crée vraiment un climat de famille. Plus qu'autre chose, l'armée, c'est une très grande famille. Alors, on a beaucoup parlé de votre passage au Prytanée militaire et ce sera ma dernière question. On a beaucoup parlé de votre passage au Prytanée militaire. J'aimerais aujourd'hui, si vous aviez l'occasion de vous adresser à des parents qui hésitent encore un petit peu quand ils regardent le Prytanée, ils se disent « Moi, je n'ai pas envie que mon enfant devienne un militaire. » Et si vous deviez leur donner des arguments
pour laisser leurs enfants intégrer le Prytanée militaire, parce que je sais qu'il y a des enfants qui veulent intégrer le Prytanée, pas par obligation parce que les parents les y emmènent, mais véritablement parce qu'ils voient les autres enfants de troupes défiler lors du 17 août, parce que ce n'est que comme ça qu'on arrive à les voir. Au final, ces enfants de troupes, on ne les croise pas dans la rue, hein. Ils font leurs petites choses dans leur école qui est totalement sécurisée, et on ne les voit que pendant le 17 août. Et donc, il y a des enfants qui nourrissent ce rêve d'intégrer cette école, de défiler aussi devant le drapeau, devant le président de la République. Si vous aviez des arguments à donner aux parents, qu'est-ce que ce serait ? Alors, premièrement, je dirais aux parents de ne pas tuer le rêve des enfants. Laissez-les qu'ils fassent. Si ça ne fonctionne pas, c'est quoi ? Quelle serait la pire des conséquences ? Ils reviendront à la maison et puis la vie continuera. Laissez vivre le rêve. Il n'y a pas besoin de museler des gens pour... Et beaucoup de parents, en fait, veulent que leur enfant se venge sur la vie par rapport à leur frustration. Mais les enfants, ils ont le droit. C'est rare de trouver des enfants avec de la conviction. Si tu en trouves un, laisse-le. Il essaiera. Tout le monde qui va au Prytanée ne rentre pas dans l'armée, déjà. Ça, c'est un mythe qu'il faut casser. Beaucoup de gens ont fait le Prytanée et qui sont aujourd'hui avocats. Qui sont aujourd'hui... j'ai beaucoup de collègues qui sont médecins ou civils, qui sont même à l'étranger, qui sont banquiers. Donc ce n'est pas... Le Prytanée ne veut pas dire être militaire. Par contre, c'est une expérience de vie qu'on ne trouvera pas partout. Chacun de nous, à son niveau, a vécu des moments particuliers, mais l'expérience du Prytanée militaire, je ne l'ai pas connue partout, même pas à West Point. Le Prytanée m'a préparé à la vie. West Point m'a préparé à devenir un homme. Et ça, mais le Prytanée militaire a une place importante pour moi. Je ne dirais pas laquelle est plus importante, mais pour les parents, laissez les enfants essayer. Et en plus, on est dans un monde de cohérence. Le Prytanée militaire, pour aujourd'hui, vous y allez, et l'enfant de la 6e en terminale, tout est pris en charge. Donc, je ne fais pas un plaidoyer, mais tout est pris en charge. Et on est conscient que être dans un environnement où tout le monde ne se soucie pas de combien tu gagnes à la fin de mois, on ne pense pas si tu vas envoyer l'argent pour le livre ou tel. Je pense que c'est quand même important pour certaines familles. Et après, il y a le côté de la fin du Prytanée, où en sortant, tu peux avoir peut-être plus... Tu as un chemin de carrière qui est l'armée que tu peux choisir et qui peut être beaucoup plus facile que certains domaines professionnels. Ce n'est pas une façon pour moi de dire que tout le monde doit être militaire, mais après, il faut être cohérent avec la réalité actuelle. Il y a des parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants au ruban vert à Berthéjean, et pourquoi pas le Prytanée ? Et après, vous nous avez devant vous, il y a beaucoup de gens qui en fait... On n'est pas sortis en étant des mutants, on n'est pas sortis avec une quelconque déformation. Donc c'est possible, laissez les enfants essayer. Et informez-vous. Informez-vous. On ne peut pas être en 2023 et continuer à avoir l'armée comme elle l'était à l'époque coloniale. Aujourd'hui, c'est beau l'armée. C'est beau la formation. Quand quelqu'un est bien formé, quand un Gabonais est très bien formé, que ce soit au Prytanée, au lycée Léamba, il n'a pas à rougir. Mais pour moi, le Prytanée militaire est une expérience qui en vaut la peine. Qui en vaut la peine. Et beaucoup de gens se plaignent de l'état de nos forces de défense et de sécurité. Et si chacun contribue à faire en sorte que le niveau général de ces forces soit un peu rehaussé, en envoyant justement leurs enfants dans ce genre d'école, parce que c'est nous, plusieurs d'entre nous disons, notre cousin qui ne fait rien, qu'il aille dans l'armée. Et si maintenant on se disait, en voyant nos enfants dans une école comme le Prytanée, pour qu'au sortir de là, ce soit des militaires assez accomplis. C'est une responsabilité personnelle et je pense que la décision reviendra à chacun. Mais je suis là et je pense que jusqu'à présent, je ne suis pas un si mauvais exemple pour ça. Clairement. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. L'un des objectifs que je poursuis aussi avec le podcast, c'est pouvoir mettre la lumière sur certaines professions, certaines réalisations que nous voyons souvent de très loin et que nous jugeons
avec nos esprits pleins d'idées reçues, avec nos esprits pleins parfois de mauvaises informations, parce que aujourd'hui, on fait un peu le procès des militaires, des forces de défense et des agents de forces de défense et de sécurité de notre pays, mais c'est souvent parfois parce qu'on connaît très mal le parcours de ces hommes et femmes qui, au final, ont décidé de donner leur vie au service de la nation. Ça me fait penser que lorsque les militaires se marient, par exemple, ou les policiers, je l'ai déjà vu, on leur demande la patrie ou la femme. Et dans, je peux dire 100% des cas, ils disent toujours la patrie. Donc en fait, ils ont décidé de mettre leur vie au service de la nation. Et c'est très important de voir qu'il y a des personnes qui sont extrêmement bien formées et surtout de briser, ça c'est vraiment le point le plus important, briser les idées reçues. Chacun de nous a la possibilité de contribuer à la construction de ce pays, de contribuer à l'apport de personnel bien formé, parfaitement formé et tout. Et l'autre point que je voulais ajouter, c'est à travers votre parcours, mon capitaine, on peut voir l'accompagnement de l'État. Parfois, c'est des choses que l'on ne regarde pas véritablement, mais l'État accompagne énormément de Gabonais, parfois du primaire jusqu'à l'université ou jusqu'à la fin. Et puis vous savez, le célèbre engagement décennal lorsque on a fait le lycée classique pour certains d'entre nous. Bref, c'était un petit moment pour parler de cette carrière qui est très belle. Et un petit coucou à tous les agents de force et défense de sécurité de notre pays. On ne vous le dit pas assez, mais on voit le travail que vous accomplissez au quotidien et on vous en remercie. Mon capitaine, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, de nous avoir accordé votre temps. Et puis, Ivanov, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.